défis techniques. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. Comme Cynthia a mentionné, mon nom est Suzanne Obiora et je suis la directrice du service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement social. Nous vous remercions de participer à la séance d'information sur le cadre d'évaluation du financement communautaire. Et avant qu'on commence, j'aimerais tout d'abord rendre hommage à la nation Anishinaabe-Algonquin, aux Premières Nations, ainsi qu'au peuple inuit et métis, en saluant la précise contribution qu'ils ont apportée et qu'ils apportent aujourd'hui à ce territoire. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Les peuples de la nation Anishinaabe-Algonquin vivent sur ce territoire depuis des millénaires et leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissant toujours. Et la Ville d'Ottawa rend hommage au peuple et au territoire de la nation Anishinaabe-Algonquin. Avant de passer à la portion séance d'information de cette présentation, j'aimerais souligner les défis, les barrières que le secteur des services sociaux a dû relever les dernières années. Nous observons une crise de l'insécurité alimentaire, un manque de logements abordables, les conséquences à long terme de la pandémie de la COVID-19, l'incertitude dans le contexte économique actuel et des fluctuations sur le marché du travail. Malgré ces problèmes, vous avez concerté vos efforts et se sont surpassés pour répondre aux besoins des membres dans nos communautés. Et pour cela, je vous remercie énormément des efforts que vous déployez pour répondre aux besoins de la communauté. Sans votre dévouement constant, notre ville ne pourrait pas compter sur le filet social dont elle a besoin en ce temps difficile. Aujourd'hui, notre équipe vous donnera un aperçu de notre cadre d'évaluation, un premier coup d'œil pour votre contribution. Les données est une façon pour raconter notre histoire dans l'ensemble du secteur. Et afin que le cadre permette d'évaluer efficacement les effets de vos programmes et services, vos commentaires, vos connaissances et votre participation est bienvenue et est une aide nécessaire. Les informations que nous communiquons aujourd'hui ne sont pas finales et vont évoluer au fil des réunions en fonction de vos commentaires. Et avec cela, j'aimerais maintenant laisser la parole à Cynthia Pagé, notre gestionnaire de programme de l'Unité du développement social et du financement, qui va résumer le cadre d'évaluation du financement communautaire. Oh, merci Suzanne. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Avant de vous présenter l'équipe et l'agenda pour aujourd'hui, je veux juste signaler que la présentation est enregistrée aujourd'hui. J'aurais dû vous le dire avant que tout le monde soit sur les caméras, mais si vous voulez garder vos caméras ouvertes ou fermées, c'est comme vous le désirez. On aime ça voir les gens, mais on enregistre les présentations pour les agences qui n'ont pas pu venir à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais commencer par vous présenter l'équipe. Donc, mon nom est Cynthia Pagé. Je suis la gestionnaire de programme pour le développement social et financement. Je m'occupe en partie du programme du financement communautaire. Je travaille avec une équipe qui sont ici dans la rencontre pour aider à répondre aux questions, aux problèmes techniques, et vraiment pour supporter tout le monde à travers le processus. Sarah Mollen et Sarah Tari sont les deux chargées de projet pour le cadre d'évaluation du financement communautaire. Ramat Shahidi, Kate Gapogreco et Maria Penton sont des conseillers en développement, conseillers en financement communautaire. Nous avons Monique Guilbeault, qui est notre technicienne de services financiers, qui adore vous envoyer les chèques. Et Dana Martineau comme coordinatrice de programme et Mathieu Philippe comme assistant administratif. Donc voilà, c'est l'équipe
complète de financement communautaire. Et c'est une équipe qui est un peu plus grosse que d'habitude, justement parce que vous allez comprendre aujourd'hui, le cadre d'évaluation est assez impressionnant. Ça demande beaucoup de travail et de réflexion. On va faire ça avec vous aussi, mais ça explique la taille de l'équipe aussi qui s'occupe du projet. Donc, avant qu'on commence, je vais vous parler un peu de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Vous avez en haut de votre Teams une option de chat et de Q&A. Donc, si vous avez des commentaires, des questions durant la session, je vous invite d'utiliser le bouton de Q&A, Question and Answer. Puis, l'équipe qui est derrière moi aujourd'hui va répondre aux questions dans le chat du Q&A. S'il y a des questions aujourd'hui qui ne sont pas répondues durant le Q&A, nous allons répondre après, les questions, la période de questions à la fin de la présentation. Les questions qui vont être posées aussi aujourd'hui vont être tirées pour faire une foire aux questions qui va être distribuée à toutes les agences après. Donc, n'hésitez pas, il n'y a aucune question. Toutes les questions sont bonnes. Donc, si vous avez une question, allez-y, parce que vous n'êtes sûrement pas la seule personne à avoir cette question-là. On a aussi la fonction du chat si vous avez des commentaires pour y aller, mais si vous avez une question dont vous voulez une réponse, on vous invite à utiliser la fonction Q&A. Et voilà, je pense que tout le monde est sur mute. J'entends un peu de background. Ah, voilà. OK. Je viens de mettre quelqu'un à sourdine. Pardon pour ça. Donc, voilà, ici. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Est-ce que c'est trop fort? Trop... C'est bon? OK, parfait. Et je ne sais pas sur quel écran qu'on est, mais présentement, on voit un agenda et le Teams. Donc, est-ce qu'on peut retourner à la présentation? Can we go back to the presentation on the screen? Je vais voir ici. OK, ça va recommencer. Donc, l'équipe travaille là-dessus, mais je vais d'abord vous parler du but de la réunion. Donc, aujourd'hui, on va examiner le cadre général de cadre d'évaluation du financement pour le financement communautaire. Vous allez voir, on présente le cadre d'une manière générale. Et après l'information ici, les consultants vont contacter les agences individuellement pour vraiment créer ou regarder ce que l'évaluation pour votre agence, à quoi ça ressemblera et à quoi s'attendre. Donc, il va y avoir vraiment un service personnalisé pour les agences en suivant ça. On va présenter le général. Est-ce qu'on a la présentation? Do we have the presentation? I don't see it on my screen. Can you see it? Is it just me? Je ne vois pas non plus. Je ne vois pas non plus, Can't hein? see it. OK. Okay, so I'm guessing that Sarah Terry, it will be yours maybe that we can see. Je ne vois pas non plus. OK. Let's do this. Est-ce que vous pouvez voir maintenant? Oui, ça semble bon. OK. Je vais bouger avec mon... Je trouve plus mes choses. Non, je m'excuse tout le monde, ça ne fonctionne pas. Mon écran a complètement gelé. Yeah, so we have an issue. I think like it's going between different screens right now. Can I ask the team to like coordinate and try to put it back? And I won't try to do mine because it's just not working for me today. There you go.
Et voilà, ça s'en vient. Is it working now for everybody? Can everybody see? Oui, merci. Oui, All right. yes. Cynthia, when you're finished with the slide, just if you could let me know next, and I'll switch to the next page. Perfect. Yeah, mon ordinateur a complètement arrêté de me parler. Voilà. OK. Objectif de la réunion. Comme Suzanne a spécifié au début, nous adoptons une approche progressive pour la mise en œuvre du cadre jusqu'à 2024. Donc, ça va être un processus qu'on va bâtir avec les agences. Il y a des informations qui vont vous être demandées à la fin de 2002 sur 2002, c'est des informations que vous avez probablement déjà, donc c'est des informations de base. Et à partir de 2023 et de 2024, nous allons ajouter différentes couches d'évaluation. Après cette présentation ici, on va avoir des sessions d'engagement sur les aires de priorité. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, puis des rencontres avec les agences pour définir ce que ça représente pour vous. Évidemment, s'il y a des questions après cette présentation ici, que vous pensez après, que vous n'avez pas eu la chance de mettre dans le Q&A, vous pouvez toujours rejoindre votre conseiller en financement communautaire. Et si vous ne savez pas qui est votre conseiller en financement communautaire, vous pouvez rejoindre la boîte de courriel financement communautaire à ottawa.ca. Donc, voilà. OK. La prochaine, next slide. Merci. Donc, ma présentation aujourd'hui va être divisée en 4 parties. Je vais vous présenter un peu le contexte, comment on s'est rendu jusqu'à où est-ce qu'on est présentement, où en est le cadre d'évaluation, notre modèle, les piliers de la collecte de données et qu'est-ce qui est attendu pour les agences pour 2023-2024. Nous allons aussi vous présenter un aperçu d'une plateforme d'évaluation d'impact, donc une plateforme qui va servir à collecter des sondages auprès des clients, des populations que vous desservez. Et on va finir avec les prochaines étapes, donc le calendrier des engagements et une période de questions. Voilà, prochaine, next slide. Voilà, OK. Next. Et voilà, sur le cadre stratégique sur le financement communautaire, vous êtes probablement déjà au courant qu'en 2018, la Ville a revisé son cadre de financement communautaire. En 2019, le Conseil a approuvé une nouvelle vision, mission, mandat, priorité et enveloppe de financement. Si vous êtes ici, c'est parce que votre agence reçoit du financement du fonds de viabilité ou du... parce que je veux le dire en français, je veux le dire en anglais, puis je ne devrais pas. Le Fonds de sécurité et le bien-être dans les collectivités, donc le Community Safety and Wellbeing Plan Fund également. Donc, le nouveau cadre de financement a été mis en œuvre à partir de 2022. Et on a à peu près ces 27 millions de dollars par année que le cadre de financement alloue aux agences. Il s'agit de 100% du financement de la Ville. Donc, quand on parle de financement communautaire, c'est un des programmes de financement de la Ville. Donc, on ne touche pas, notre plan d'évaluation ne touche pas au financement qui vient de la direction du logement ou la direction des services pour enfants. Donc, on parle vraiment de l'évaluation du cadre de financement communautaire, donc le fonds de viabilité, le fonds de projet, le fonds d'activité civile, capital, urgence et les besoins émergents. Donc, ça, c'est ce qui considère l'enveloppe du financement communautaire. Voilà, donc le fonds de viabilité,
je regarde un peu ici dans qui est ici aujourd'hui. J'imagine que la plupart des agences ici ou au travail reçoivent du fonds de viabilité. Donc, le fonds de viabilité, c'est vraiment le plus gros morceau vraiment du programme de financement communautaire. C'est un programme de 5 ans. Qui couvre des besoins opérationnels de base et aussi du financement de programmes. Donc, on a 94 organismes qui reçoivent du financement et 22 nouveaux organismes ont été intégrés en 2022 lorsqu'on a ouvert pour la première fois vraiment le cadre de financement. Donc, les agences qui reçoivent un fonds de viabilité sont financées jusqu'à la fin de 2026. Lorsque nous partagerons la présentation, vous aurez l'opportunité de cliquer sur le lien aussi puis de voir la liste des agences. Next slide. Et voilà. Un autre fonds qui va aussi suivre le cadre d'évaluation est le Fonds pour la sécurité et le bien-être dans les collectivités. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en décembre 2021, le conseil municipal a approuvé le transfert de fonds non alloués pour le budget 2022 du service de police d'Ottawa pour servir le plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités. L'objectif du plan est de soutenir le plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités et les priorités étaient pour les jeunes racisés, la santé mentale et les services pour les Autochtones. Donc, cette enveloppe de financement-là, on parle de 2,1 millions sur 3 ans. Il y a 18 organismes qui ont été approuvés par du financement et seulement 2 de ces organismes ne reçoivent pas déjà du financement du fonds de viabilité. Donc, c'est une des raisons pour laquelle également le fonds de sécurité et le fonds de viabilité sont mis ensemble pour l'évaluation parce que souvent, ce sont des programmes qui soit se complémentent ou qui appartiennent à la même agence. Donc, on ne voulait pas dupliquer les évaluations non plus. Donc, la différence, c'est que le fonds de sécurité est un terme de 3 ans, alors que le fonds de viabilité est de 5 ans. OK, next slide. Donc, pourquoi un cadre d'évaluation? Il y a plusieurs raisons. Ça assure la transparence et la responsabilisation dans l'affectation des ressources qui sont financées par le secteur public. L'objectif est vraiment d'avoir un cadre d'évaluation qui va être un outil pour la ville et pour les agences. Donc, on a créé le count comme un mécanisme qui permet d'identifier les forces et les possibilités pour prendre des décisions stratégiques. Est-ce qu'on investit les ressources dans les projets, les services dont les besoins sont les plus criants? C'est quelque chose qui va nous servir tous collectivement d'avoir cette vision. Donc, c'est l'idée vraiment de l'évaluation, ce n'est pas une approche punitive, c'est vraiment c'est l'idée d'améliorer la transparence, la responsabilisation et aussi d'avoir une meilleure idée de ce que les autres agences font, mais de collectivement, quel genre d'impact qu'on a sur les résidents d'Ottawa. Ça va aussi servir à accroître la capacité de communiquer les répercussions, de partager nos histoires. Donc, vraiment, to share our stories d'une manière collective. Les données qui vont être collectées dans le cadre d'évaluation vont servir à créer un rapport annuel qui va être partagé avec le membre du conseil et la communauté. Donc, vraiment, l'impact général du financement. On va s'en servir aussi pour identifier les possibilités de collaboration entre les agences. Souvent, les agences servent les mêmes besoins ou les mêmes régions géographiques. Parfait, merci Suzanne. Et voilà, donc ça va servir pour ça aussi. Mettre en lumière les forces et les besoins du secteur, s'assurer qu'on investit dans les ressources qui favorisent l'accès équitable
aux services pour les résidents qui en ont plus besoin. Et avant qu'on aille un peu plus loin, on réalise aussi que un plan d'évaluation, ça peut être quelque chose de stressant ou d'intimidant pour les agences en termes de capacité, de support, quelles sont les implications pour le financement et pour la relation avec la ville. Donc, on va parler de ça, mais c'est toutes des choses qu'on est ouvert, qu'on est conscient, donc on va avoir ces conversations-là avec vous. On veut faire vraiment l'approche la plus transparente et collaborative possible, parce qu'on ne peut pas faire notre travail sans vous. Puis, on espère que vous appréciez notre collaboration aussi. Donc, on espère qu'on va tous travailler ensemble là-dessus. Next slide. Donc, en parlant un peu de la collaboration jusqu'à présent, il y a un sondage qui a été envoyé aux agences plus tôt cette année. On a reçu la majorité des agences qui reçoivent du financement ont répondu au sondage. Je pense que c'est 83 agences qui ont terminé le sondage. Une question qu'on voulait apporter votre attention, c'est la question sur les données sociodémographiques. Donc, la majorité des agences recueillent des données sociodémographiques auprès des clients. Plus de 50 des répondants obtiennent déjà des informations de genre, d'adresse, date de naissance, langue préférée, statut de navigabilité, taille de ménage. Et parfois, mais moins fréquemment, aussi, les informations qu'on a demandées sont au niveau de la religion, du revenu, orientation sexuelle, emploi, solidarité. L'idée de recueillir des données sociodémographiques pour les clients, on est conscient qu'il y a plusieurs barrières, donc on va mitiguer ça avec vous comme on y va, mais pour nous, c'est extrêmement important d'avoir le feedback ou le commentaire des résidents ou des gens qui ont accès au service. Puis, pour assurer des services et des programmes qui sont équitables, on a besoin de savoir qui a accès aux services, qui est servi, qui ne sont pas servis. Où sont les gaps? Est-ce qu'il y a des populations, des groupes, soit au niveau population d'identité ou des populations locales qui ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Donc, pour nous, d'avoir ces informations, ces données démographiques-là, c'est important non seulement pour le cadre de financement communautaire, mais c'est important à travers la ville, également surtout dans les services sociaux communautaires pour être sûr qu'on laisse personne derrière. Okay. I just want to say to the team that I'm not following on the chats on the side. So if there's anything that it's important for you or for me to know or for you to say, just jump in. Okay. Voilà. Donc, next slide. Donc, le sondage nous a appris beaucoup de choses déjà, puis on s'est servi de ces réponses-là pour construire le cadre, puis on va continuer de s'en servir aussi pour quand on va commencer à l'implémenter, à le mettre en place. Selon les réponses au sondage, les 3 plus grands obstacles à l'évaluation ont été nommés le faible taux de réponse, le manque de ressources en personnel et le manque de ressources techniques pour faire une évaluation. Si on regarde un peu plus précisément le faible taux de réponse, donc ce qu'on nous a dit, c'est que les clients ne souhaitent pas répondre au sondage. Les clients ne se sentent pas à l'aise de communiquer des renseignements démographiques. Le type de programme ou service fait en sorte qu'il est difficile de poser la question. Une barrière linguistique. Et les clients n'ont pas accès à la technologie pour remplir les sondages. Toutes ces barrières-là sont valides et importantes. Donc, on a mis en place des méthodes de remédiation pour s'assurer qu'on ait un programme qui soit le plus robuste possible. Voilà.
OK, donc voilà un peu pour l'introduction de comment on s'est rendu où on est ici. Je vais continuer par vous présenter le modèle logique. Donc, next slide. And next one. Voilà. Donc, voici le modèle logique, le modèle logique qui a été développé pour le cadre de financement. Donc, on vous le présente aujourd'hui parce que il y a plusieurs des agences qui en ont pris connaissance. Ça a été partagé avec les agences plus tôt cette année lorsqu'on a fait les contribution agreement, les contrats de financement avec les agences pour être sûr qu'on plaçait les programmes et les agences dans le bon, dans la bonne priorité. Donc, on vous le montre parce que ça a été partagé aux agences, mais on a changé le modèle depuis ce temps-là. Donc, on ne parle plus d'effets immédiats, intermédiaires et long terme. On va aller chercher des indicateurs clés qui vont nous permettre de parler ou d'avoir un impact ou une idée de l'influence qu'on a sur le long terme des résidents. Donc, quand on parle de réduction de la pauvreté, qui est une de nos 3 priorités, l'objectif à long terme est l'amélioration de l'expérience vécue des résidents. Lorsqu'on parle de développement communautaire, on va regarder tout ce qui contribue au changement positif dans les collectivités. Et quand on parle d'infrastructure sociale, on va regarder les indicateurs clés qui vont renforcer et rendre plus résiliente l'infrastructure sociale d'Ottawa. Donc, la prochaine slide. Qu'est-ce que slide? On dit diapositive, mais moi, j'aime mieux slide. Merci, Monique. OK, on va dire diapositive. Prochaine diapositive, merci. Donc, voilà la structure simplifiée. L'objectif du financement communautaire est d'améliorer le bien-être communautaire. Comme je dis, on investit dans les 3 priorités d'impact, réduction de la pauvreté, ça a été dit vite, ça, le développement communautaire et l'infrastructure sociale. Donc, on s'attaque aux causes profondes de la pauvreté pour améliorer l'accès équitable aux services pour les personnes et les familles, la communauté et la structure sociale. Donc, vous voyez ici nos populations prioritaires et les résultats dont je vous ai parlé. Ultimement, l'objectif global du financement communautaire est de doter la ville d'un secteur de services sociaux réactif, équitable et solide qui améliore le bien-être communautaire global. Donc, la prochaine diapositive vous présente un peu les zones d'impact sous chaque responsabilité, chaque priorité. Donc, au niveau de la réduction de la pauvreté, ce que vous voyez comme zone d'impact, ça représente tout ce que le cadre de financement communautaire finance. Donc, au niveau de la réduction de la pauvreté, on parle des besoins de base, les douches, les drop-in, la sécurité alimentaire, le bien-être mental, l'inclusion sociale, le développement des compétences, la navigation dans le système. Donc, la réduction de la pauvreté, c'est la plus grosse priorité dans le framework. On s'est aussi basé beaucoup sur les applications qui nous venaient, puis où étaient les besoins les plus criants. Au niveau du développement communautaire, les zones d'impact sont la mobilisation des résidents et leur capacité. Puis, au niveau de l'infrastructure sociale, les zones d'impact sont les organismes, les réseaux et la coalition. Puis, comment est-ce qu'on avance les discussions sur les enjeux prioritaires qui sont apportés. Donc, voilà pour le contexte. Là, ça ressemble à quoi lorsqu'on approche ça pour la collecte de données? Donc, next slide. Comme j'ai mentionné au début, il va y avoir 3 piliers de collecte de données qui sont présentés sur la next slide. Voilà, merci. Donc, pour les agences qui recevaient du fonds le fonds renouvelable, donc jusqu'à 2021, on appelait le fonds renouvelable qui a été remplacé par le fonds de viabilité. Donc, les gens qui recevaient le fonds renouvelable ont l'habitude de faire les rapports annuels en janvier sur les résultats de l'organisme et des programmes. Donc, ça reste.
mais on rajoute des couches graduellement. Donc, une chose qui va être ajoutée cette année, une auto-évaluation de l'organisme. C'est quelque chose qui va être fait par les directeurs généraux ou par l'équipe de gestion. Puis c'est une série de questions qui vont nous aider à comprendre l'état des activités des organismes, donc la capacité interne et la sustainability. On a traduit par la durabilité, mais c'est vraiment l'habilité à pouvoir durer et être résilient. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Yasmina, est-ce que c'est possible de mettre la question dans le Q&A ou c'est quelque chose qu'on doit, qui a rapport avec la présentation ici? Ah, OK. Voilà. Donc, le deuxième pilier sont les résultats de l'organisme et des programmes. Donc, on parle d'intrants et d'extrants. Donc, le nombre de volontaires, le nombre d'heures, le nombre de services, le nombre de clients et tout ça. Puis, par chaque zone d'impact prioritaire, en dessous des catégories, il va y avoir aussi des indicateurs clés qui vont être déterminés. Donc, on va travailler avec vous pour définir ça en 2023 et 2024. Et la troisième partie qu'on rajoute, dont j'ai fait mention un peu plus tôt, vont être des sondages sur les répercussions pour les clients. Donc, quelles sont vraiment leurs expériences. Et ça va commencer à collecter les données en 2024 pour un rapport à la fin de 2024, à l'exception des agences de sécurité alimentaire, où on va faire un projet pilote en 2023 pour vraiment finaliser notre approche. OK, voilà. Donc, la prochaine diapositive, voilà, l'auto-évaluation de l'organisme. Et je veux juste prendre une petite pause ici, de dire qu'il n'y aura pas de test à la fin. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous souvenir et tout. Si à un moment donné, ça commence à être trop, dites-vous qu'on va marcher avec vous à travers ce processus-là. Et puis qu'on va avoir le temps de le prendre. Mais comme ça, on va vous donner l'idée globale. Donc, l'auto-évaluation, on va demander aux organismes financés de s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10 dans les domaines qui fourniront une brève explication dans 8 domaines. C'est vraiment pour mieux comprendre l'état des activités. Je vais rejoindre mes notes ici. Voilà. Donc, vraiment, il va y avoir sur une échelle de 1 à 10. Comment évaluez-vous vos organismes globalement par rapport à la viabilité financière, fonctionnalité, structure de gouvernance, activité de programme? Toutes ces questions-là vont être détaillées avec des supports pour aider à y répondre. C'est des réponses courtes. Puis, on va vous demander pourquoi vous avez choisi cette note, pourquoi ce n'est pas plus élevé, pourquoi pas plus faible. Ce n'est pas pour comparer entre les agences. C'est vraiment, c'est votre vue de l'agence et pour informer la relation avec les conseillers, parce qu'une partie de notre travail, c'est aussi d'augmenter la capacité, de travailler vraiment avec la capacité des agences. Donc, c'est vraiment une information précieuse pour nous. OK, si on sait que telle agence travaille vraiment fort présentement à améliorer leur capacité technique, bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres agences qui peuvent supporter? Est-ce que nous, on a des soutiens de support pour ça? Donc, c'est vraiment une vue globale. Donc, ça va être demandé à chaque année dans le cadre du rapport annuel sur le financement et on va commencer en 2022. Donc, les questions détaillées et à quoi ça va ressembler vont être partagées en décembre avec les agences. Mais ça va être la première partie. La deuxième partie, qui est divisée un peu en deux, dans le sens que c'est vraiment une évaluation typique des organismes. Donc, on va commencer. Donc, ce qu'on demande pour chaque agence et chaque programme qui sont financés ou les programmes qui sont nommés dans votre entente de financement. Pour chacun d'eux, on va demander le nombre de clients distincts et le nombre total de contacts avec les clients, le nombre d'employés à temps partiel, à temps plein et de bénévoles.
Donc, au niveau des intrants, ça, c'est de base, c'est ce qu'on a toujours demandé, puis on va continuer à le demander. Ce qu'on commence à rajouter avec vous, ce sont des intrants qui sont vraiment appropriés à la zone d'impact. Ça, on va les développer avec vous en 2023 dans les sessions d'engagement. Ici, par exemple, un des résultats qu'on va rechercher pour une banque alimentaire, par exemple, quelque chose comme la quantité de nourriture donnée, soit en livres, en repas, donc, il y a des organismes qui ont déjà ces informations-là. Donc, ces organismes-là vont être invités à nous donner ces données-là à la fin de 2023. Et s'il y a des organismes qui ne collectent pas déjà ces données-là, ça sera pour 2024. Voilà. OK. Donc, c'est la même information ici qu'on a vue plus tôt. Donc, tout ce qui est ici, donc c'est un petit peu que je me retourne ici. OK. Donc, vous voyez, ici, on voit les 3 piliers, les 3 priorités du domaine de financement. On a les 10 zones d'impact qu'on vous a présentées plus tôt, les besoins de base, sécurité alimentaire. Puis la dernière section comprend toutes les catégories de résultats qui se rapportent à la zone d'impact. Donc, ces catégories-là, ils ont été créés pour représenter l'ensemble des programmes et des organismes qu'on finance. Donc, en tant qu'organisation, vous allez, il y a des projets il y a des projets ou des programmes qui vont se situer dans différentes priorités, donc différents intrants, extrants et indicateurs clés qu'on va également travailler avec vous. OK. Donc, un exemple avec ça, si votre organisme gère une banque alimentaire, la catégorie de résultats se retrouverait dans la zone d'impact. Non, de previous slide. Oh, merci. Ouais, se retrouverait dans la zone d'impact insécurité alimentaire. Et la catégorie de résultats sur laquelle vous devez rendre compte serait les banques alimentaires d'urgence. Donc, on va classer, on va vous aider à classer vos organismes selon les priorités. Vous êtes très bien avec votre conseiller pour définir ça. OK. Next slide. Donc, la partie qui est la plus, pour moi, intéressante, qui est aussi la plus, peut-être la plus stressante à ce moment-ci, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de barrières et de réalités auxquelles il va falloir faire attention. Mais c'est les sondages sur les répercussions auprès des clients. Donc, le début des agences vont être demandées de soumettre, de faire des sondages auprès de leurs clients en 2024 et de rapporter les résultats à la fin de 2024. Le but, c'est vraiment donc, le but, c'est vraiment d'offrir aux clients l'occasion de faire part des répercussions de ces programmes et des services et de mieux comprendre si les clients estiment que les programmes atteignent les objectifs. Donc, le format du sondage va inclure les renseignements sociodémographiques, donc on a discuté brièvement un peu plus tôt, un indicateur de rendement clé qui est obligatoire, qui pourrait être, par exemple, ici, traité avec respect et dignité, et de 2 à 4 indicateurs clés en fonction des zones d'impact. La fréquence des rapports sur la distribution du sondage va varier selon la structure du programme. Donc, les programmes qui ont une date de fin précise, par exemple le programme de 12 semaines, vont envoyer le sondage une fois le programme terminé. Donc, les sondages ne seront pas là comme une barrière à l'accès, mais vraiment comme une évaluation après la participation. Les programmes qui offrent un soutien continu, comme les banques alimentaires, par exemple, choisiront chaque année 2 mois pour distribuer les sondages aux clients. Ça peut changer en fonction des taux de réponse, mais c'est présentement le modèle qu'on propose ou qu'on va adopter. La distribution du sondage va être flexible,
sont déterminés en fonction des besoins uniques des clients et des catégories. Donc, c'est quelque chose qu'on va développer dans les engagements dans les 6 prochains mois. Donc, ça ressemble à quoi pour un organisme? Donc, je vais vous présenter 2 exemples d'organismes. Donc, c'est un organisme et un programme de repas. En 2022, donc à la fin de cette année, les agences vont devoir remplir l'auto-évaluation de l'organisme. Ça va vous être envoyé bientôt. On va continuer à collecter les résultats de l'organisme et des programmes, donc le nombre de clients distincts, le nombre total de contacts, employés à temps partiel, employés à temps plein, nombre de bénévoles. Ce qu'on va rajouter pour le service de repas est à confirmer en 2023, mais ce qu'on regarderait, c'est le nombre de repas livrés. La majorité des agences qui servent des repas maintenant ont leur nombre de repas, vraiment. Donc en 2023, on va commencer à avoir ces données-là. Et ce qu'on va développer avec l'agence va être un sondage sur les répercussions qui va commencer en 2023 parce que c'est une sécurité alimentaire, donc on va piloter en 2023. Donc, les questions démographiques et jusqu'à 4 questions pour les agences, pour les clients à répondre. Donc, on veut que ce soit quelque chose de facile et d'accessible. Donc, est-ce que j'ai été traitée avec respect et dignité lorsque j'ai utilisé ce service? J'avais accès à des aliments plus sains lorsque j'ai utilisé ce programme. Le programme m'a offert une variété d'aliments appropriés que je peux manger. J'avais accès à suffisamment de nourriture lorsque j'ai utilisé ce programme. Donc, toutes ces questions parlent d'un indicateur clé qui a un impact sur le bien-être des collectivités, mais c'est vraiment spécifique à ce programme-là. Donc, pour un programme de counseling, ce que ça pourrait ressembler, encore une fois, l'évaluation de l'organisme, le nombre de clients et d'employés. Et ce que ça ressemblerait pour les zones d'impact, on demanderait également le nombre de séances auxquelles les clients ont assisté, le nombre de séances de groupe, le nombre total d'heures de counseling qui ont été fournies. Et les sondages aux clients incluraient, en plus des questions démographiques, j'ai été traitée avec respect et dignité lorsque j'ai utilisé ce programme. J'ai amélioré mes connaissances ou mes compétences en utilisant ce programme. J'ai appris à mieux gérer mon stress après avoir participé à ce programme. Et j'ai une vision plus optimiste de l'avenir après avoir participé à ce programme. Un des outils qu'on est en train de développer et de mettre en place pour aider la partie des sondages est une plateforme d'évaluation des répercussions. Donc, ici, donc, on va commencer un projet pilote avec un logiciel qui comporte 2 fonctions principales, qui est un outil de collecte des données, puis qui présente un tableau de bord en fonction de qui produit aussi des rapports. C'est un outil qui est présentement utilisé par RBC et la Fondation Trillium. Donc, c'est un outil qui va être adapté pour le financement communautaire de la ville. Mais jusqu'à présent, on entend des très, très bons commentaires. Donc, l'outil de collecte de données va permettre de créer des sondages personnalisés. Donc, non seulement utiliser les données qui sont nécessaires pour la ville, mais qui va permettre aux agences de collecter d'autres informations dans lesquelles ils sont intéressés et d'utiliser la plateforme et le tableau de bord pour vos propres besoins. Les organismes sont en mesure de modifier les questions pour qu'elles soient adaptées au contexte particulier de leur programme et d'ajouter des questions au sondage, de sorte qu'ils n'ont pas envoyé multiples sondages à leurs clients. Vous allez également avoir accès à cet outil de collecte et vous pourrez l'utiliser pour apporter des modifications au sondage et envoyer le lien vers le sondage aux clients. Les clients vont remplir le sondage sur une base volontaire et les données sont automatiquement conservées dans la plateforme d'évaluation.
On peut également envoyer le sondage par courriel, par téléphone, sur papier, sur des iPads, dans le hall d'entrée de votre organisme. Différentes options qui vont vraiment vous aider à augmenter le taux de réponse. Et on peut également les sondages, David, vont être traduits en français et en anglais. Et vous avez également l'option de traduire en différentes langues. Donc, on a choisi de piloter ce projet-là parce que vous vous souvenez des 3 barrières principales des barrières principales à l'évaluation. Ça parlait de, je vais juste les retrouver ici, juste pour vous les nommer. On parlait de le faible taux de réponse, le manque de personnel et le manque de ressources techniques. Donc, on espère vraiment que cet outil-là va aider à créer, à adresser certaines de ces limites-là. On peut aussi travailler avec vos agences pour vraiment regarder les techniques et les outils qui vont nous permettre d'augmenter le taux de réponse. Donc, est-ce que c'est des cartes cadeaux? Est-ce que c'est vraiment de s'adapter aux besoins de la population? L'autre fonction qui est vraiment importante par rapport à ça, c'est le tableau de bord, puis la production de rapports. Donc, à mesure que les clients vont remplir les sondages, les résultats vont être automatiquement téléchargés dans la base de données. Donc, le financement communautaire et les agences vont avoir accès à ça. Donc, chaque organisme aura un tableau de bord interactif qui comprend toutes les données qu'il a recueillies dans le cadre des sondages. De plus, votre organisme aura des graphiques montrant une note finale globale du résultat des autres organismes pour les mêmes questions. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous aurez également accès à toutes les données brutes, effectivement, et pourrez aussi les transporter sur Excel. Next slide. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça ici, c'est une ébauche, mais c'est ce que la plateforme, le tableau de bord nous donnera. Donc, on a ici, par exemple, ça c'est en anglais, ça c'est l'exemple que RBC utilise présentement pour leur programme pour les jeunes. Et comme les organismes qui servent les mêmes priorités ou qui sont dans la même impact, zone d'impact, vont avoir les mêmes questions, vous allez pouvoir comparer vos réponses aux réponses des autres organismes qui sont dans la même catégorie en plus. Et encore, ce n'est pas une approche punitive, c'est vraiment de l'information. C'est vraiment de créer un portrait puis une image de où en est et où sont nos impacts. Excusez-moi. Oui, est-ce que c'est une question qui peut être mise dans le Q&A ou c'est par rapport? Oui. Ah, OK, merci. Merci beaucoup. Voilà, OK, next slide. Donc voilà, alors, il y a plusieurs avantages à créer, à utiliser cette plateforme-là. Vraiment, c'est l'amélioration de la qualité des données, puisque les clients sont responsables de saisir leurs propres renseignements. Donc, il y a moins d'opportunités de faire des hypothèses sur l'identité des gens au niveau des données démographiques. On utilise aussi cette plateforme-là pour renforcer la capacité des organismes financés. Donc, comme on parlait plus tôt, il y a différents obstacles à collecter des données à travers les sondages. Donc, on espère que ça va aider. Et c'est un système complémentaire, comme je disais, qui est également utilisé par la Banque royale du Canada, la Fondation Trillium et d'autres. Voilà. Donc, next slide. On a encore seulement que quelques diapositives avant qu'on passe aux questions ouvertes. Donc, la prochaine slide. Oh, next slide. Voilà. Donc, après cette présentation, les présentations cette semaine, la présentation en anglais est ce jeudi.
Donc, vous allez recevoir un courriel de votre financement, de votre consultant avec des renseignements supplémentaires. Vous allez recevoir une trousse d'informations. On va pouvoir vous confirmer quels programmes seront évalués, dans quelle zone d'impact ils se trouvent, quelle est la catégorie des résultats qui conviennent le mieux au programme. Donc, tout ça va être envoyé en décembre et il y a moyen de réagir à ça. C'est quelque chose vraiment qu'on va faire ensemble. Et de janvier à mai, on va avoir en janvier, pour la présentation pour les programmes de coalition. Donc, si votre organisme reçoit du financement pour l'infrastructure sociale et la coalition, l'approche donnée est un peu différente. Donc, on ne parle pas de clients ou de services rendus. L'impact est à un niveau différent. Donc, on approche un peu l'évaluation différemment. Donc, il va y avoir une session spécifique sur les agences, les programmes qui reçoivent du financement sous la priorité infrastructure sociale. De février à mai, on va avoir 2 présentations par mois pour vraiment regarder dans chaque zone d'impact quelles sont les informations clés, les extrants, qu'est-ce qui s'applique à votre agence et comment est-ce qu'on, à travers d'un secteur, qu'on s'assure qu'on collecte de l'information qui raconte l'histoire, qui sont appropriées pour nos services et aussi qui sont en ligne avec Centraide, différents autres groupes de financement. Donc, l'ébauche des indicateurs qu'on a présentement ont été validés à travers dans les dernières années, vraiment, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, avec les autres organismes de financement pour être sûr on collabore le plus possible. Donc, s'il y a des agences de sécurité alimentaire qui rapportent déjà le nombre de livres, le nombre de repas servis pour Centraide, bien, ça va être un indicateur qui va être aussi utilisé pour nous. Lorsque nous aurons terminé les consultations en mai, on donne quand même 6 mois, de juin à décembre, pour finaliser les cadres, pour finaliser ce que ça va ressembler pour votre agence, comment se préparer pour 2024 lorsque toutes les pièces seront en place. OK, next slide. Donc, à quoi s'attendre lors de séances de consultation? Comme je vous disais, avant les séances de consultation, vos conseillers en financement vont vous confirmer les programmes qui vont être évalués. On va vous envoyer la présentation ici, comprenez la foire aux questions et l'annexe qui présente tous les indicateurs clés, les questions démographiques, les questions des sondages qui sont en ébauche, qui vont être validés dans les sessions d'engagement, mais vous allez avoir cette vision-là complète là, en décembre. Et pendant les séances de consultation, donc, encore, on va vraiment rentrer dans les détails de chaque zone d'impact, puis on va discuter et finaliser la formulation des questions pour les sondages, les résultats des zones d'impact et les données démographiques. Donc, next slide, qui est notre dernière. Donc, pour clarifier un peu, si on revient, parce donc, à la fin de 2022, les organismes vont demander de remplir l'auto-évaluation de leurs agences, les résultats sur l'ensemble de l'organisme et pour chaque programme financé, donc les intrants de base. Et ça va être tout pour la 2022. À la fin de 2023, il y a des agences qui vont déjà avoir l'information qui sont demandées pour chaque zone d'impact. Donc, ces agences-là vont être invitées à partager ces informations-là. Et aussi, le projet pilote en 2023 va s'appliquer sur les projets de sécurité alimentaire. Donc, à la fin de 2023, les informations sur les sondages vont être publiées par les agences de sécurité alimentaire. Par contre, les autres agences vont seulement être demandées de commencer les sondages en 2024. Donc, comme vous voyez, c'est un plan qui est, que je pourrais dire qui est solide. Évidemment, on prend encore du feedback. C'est quelque chose, mais
l'équipe a travaillé très, très fort pour s'assurer que ça inclut vraiment une bonne vision du secteur, qu'on travaille en respectant la capacité et les besoins du secteur, qu'on travaille en collaboration avec les agences et les autres agences de financement. Et c'est un projet qu'on va continuer à travailler et à peaufiner. Donc, c'est beaucoup d'informations en 1 heure comme ça, mais comme je dis, c'est la première fois. Donc, maintenant, si je ne me trompe pas, c'est l'heure de fermer la présentation et d'ouvrir les questions. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires qui n'ont pas été répondus, ou vous en avez d'autres